Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le grand débat reçoit ce soir sur ce plateau les membres du Conseil régional de sécurité de la région de Niamey. Avec ses principaux responsables, nous allons parler du rôle important que jouent les forces de défense et de sécurité qui veillent nuit et jour pour assurer la sécurité des populations. Un travail ardu, faut-il le souligner, que les FDS font avec courage et professionnalisme et qui a besoin d'une franche collaboration et d'un soutien fort des populations. Amélioration de la situation sécuritaire dans la région de Niamey, nécessité d'une franche collaboration entre les citoyens et les forces de défense et de sécurité, c'est le thème du grand débat où nous avons invité les membres du Conseil régional de sécurité de la région de Niamey pour débattre du sujet. À l'heure où les menaces de déstabilisation de notre pays par les forces hostiles est une évidence. Et comme invité, nous avons colonel Boubacar Soumana Kranké, administrateur délégué de la ville de Niamey. Monsieur Toudou Daouda Ibrahim, commissaire divisionnaire de police, directeur de la police de la ville de Niamey et coordonnateur du conseil régional de sécurité. Colonel Cheikh Omar Diakité, commandant 1er Légion de gendarmerie de Niamey. Chef de bataillon Edouard Diata Murtala, commandant le 8e groupement régional d'incendie et de secours de Niamey. Et M. Islikam Bouzangari Ibrahim est substitut du procureur de la République près le pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler de la situation sécuritaire dans la ville de Niamey. Quel rôle doivent jouer les citoyens face à cette situation? Quelle contribution les populations doivent apporter à nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans leur noble mission? Quelle attitude doivent avoir les citoyens face à cette menace de déstabilisation de notre pays? Ce sont là quelques interrogations qui feront l'objet de notre débat. Et pour entamer cette émission, cette première question, comment le Conseil régional de sécurité de la région de Niamey appréhende la question d'insécurité dans la ville? Les menaces sont-elles réelles ou pas lorsque l'on voit ce qui s'est passé à Bamako la dernière fois et ce plan d'attaque contre la ville de Ouagadougou récemment? Mon colonel, bonsoir et bienvenue sur le plateau du grand débat. On commence par vous, l'administrateur délégué de la ville de Niamey. Bonsoir. Bonsoir. Donc je vous remercie d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez de nous adresser directement à nos populations. Donc en tant que premier responsable de la ville de Niamey, pour nous la sécurité est un enjeu important. Et si vous voyez au niveau de l'axe stratégique numéro 1 de la vision nationale du CNSP, il en ressort que le renforcement de la sécurité et la cohésion sociale est un axe prioritaire. Et nous, au niveau de la ville, nous voulons traduire ça sur le terrain pour pouvoir renforcer la sécurité et la cohésion sociale au niveau de la ville de Niamey. D'accord. Pour cela, nous pensons que la collaboration entre la population et les FDS doit être accrue. Cette collaboration existe déjà, mais nous voulons la renforcer pour qu'il y ait vraiment une promotion d'un dialogue intercommunautaire. Parce que les populations, c'est elles qui sont directement en contact avec cette insécurité. Bien sûr, bien sûr. Donc pour cela, nous voulons et nous leur demandons d'être encore plus vigilants, de prendre la menace au réel, au sérieux, de considérer que l'ennemi est partout. Il est invisible. Et pour cela, nous devons rester unis et solidaires. D'accord. Merci mon colonel. Bon commissaire, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter comment le conseil régional de sécurité appréhende la région de Niamey apprend la question d'insécurité dans nos villes, dans notre ville? Les menaces sont-elles réelles ou pas? Lorsque l'on voit ce qui s'est passé à Bamako la dernière fois et ce plan d'attaque contre la ville de Ouagadougou tout récemment. Merci Abdoulaye. Je vous remercie d'abord pour l'opportunité que vous nous avez donnée pour venir défendre ce que nous sommes en train de faire au niveau du Conseil régional de sécurité. Donc le Conseil régional de sécurité, il englobe pratiquement tous les hommes en tenue. Et ce qui nous permettra de parler le même langage et de peaufiner la police, la gendarmerie, la garde, les sapeurs-pompiers, l'armée dans ses deux composantes, armée de terre, armée de l'air, etc. Donc et la justice
la justice et le trésor. Donc ils sont représentés au niveau du Conseil régional de sécurité. C'est ça. Donc le Conseil régional de sécurité, nous avons un plan de sécurisation de la ville de Niamey qui était plus ou moins un peu obsolète. Donc nous l'avons en janvier 2024 et le président du CRS a signé un plan de sécurisation de la ville de Niamey qui a pris pratiquement tous les contours, toutes les voies d'entrée principales et secondaires en charge. Donc on a peaufiné ça sur écrit et chaque force, la police principalement, la police, la garde et la gendarmerie, ils ont des secteurs qu'ils doivent sécuriser. Donc à travers les bretelles et les axes principaux. Donc on n'est pas resté de lettres mortes, donc on a pris le devant et on a décidé de réactualiser ce plan de sécurisation-là, ce qui nous permet d'être en phase. Et vous avez vu, bon, vraiment, pour quelqu'un qui connaît très bien la ville de Niamey, il n'y a pas un seul carrefour où, bon, surtout les voies qui convergent dans la ville de Niamey, où vous ne trouverez pas un FDS, donc force de défense et de sécurité. Donc cela est visible, donc maintenant, et nous, on ne peut pas dire voilà ce que nous sommes en train de faire. Tout à fait. Mais nous attendons le retour de la population. Voilà. C'est à elle de nous dire voilà si nous sommes dans le vrai ou sous ce qu'ils constatent, si on doit corriger ou pas. D'accord. Voilà ce que je peux dire à chaud. Voilà. Merci mon commissaire. Mon collègue, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous avez ajouté sur cette première interrogation Merci M. Abdoulaye Chemagou pour l'opportunité que vous nous donnez pour débattre de la situation sécuritaire dans la ville de Niamey. Et le risque zéro n'existe pas nulle part. Et comme nous le rappelle très souvent le gouverneur de la région de Niamey, le général Assoumana Abdou Harouna, et le danger, c'est qui est président du Conseil régional de sécurité, effectivement. Voilà, tout à fait. Donc très régulièrement, il nous rappelle que le danger, c'est de penser qu'il n'y a pas de danger. D'accord. Voilà. Donc c'est pour cela que nous attelons à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sécurisation de la ville de Niamey. Voilà. Merci. Mon commandant, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette question? Comment le Conseil régional de sécurité de la région appréhende la question de sécurité dans la ville de Niamey? Voilà. Merci M. Abdoulaye pour cette opportunité de nous avoir invités à cette édition pour pouvoir débattre de ce thème. D'accord. Il est crucial de savoir que la question de sécurité au niveau de la ville de Niamey, elle est cruciale. Et il y va de la survie de la ville de Niamey. C'est ça. Et pour cela, c'est un devoir pour tout citoyen de prendre ses responsabilités, de pouvoir s'impliquer dans la recherche et en même temps nous donner l'information réelle. Réelle, tout à fait. D'accord. Voilà. D'accord. Pour cela, il faut des conditions. Moi, je pense que déjà, il faut parler de la confiance mutuelle. Okay. S'il y a une confiance entre les forces de défense et de sécurité et le citoyen et la population, déjà, la population va se sentir protégée. D'accord. Ça, c'est un. Deuxièmement, concernant l'information, si on arrive à avoir l'information réelle et vérifiée, les forces de défense et de sécurité prendront toutes les dispositions nécessaires pour agir rapidement par rapport à cela. D'accord. Dans un point, également, il va exister également des mécanismes de signalement, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça s'avère également à travers ces canaux-là qu'on a mis en place, que ce soit des lignes d'urgence ou bien des sensibilisations. Là aussi, ça va permettre également à chaud de pouvoir intervenir rapidement pour pouvoir appréhender ces personnes que nous jugerons suspects. D'accord. Merci. Merci mon commandant. Monsieur le procureur, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter parce que vous, souvent, vous gérez ces affaires directement au niveau de vos cabinets. Absolument. D'accord. Merci beaucoup, M. Abdoulaye, pour cette invitation que vous avez accordée, qui n'est pas la première d'ailleurs, au parquet de Niamey. Et au nom duquel je vous présente nos remerciements pour avoir été invité pour débattre des sujets d'intérêt national, puisqu'il est question de sécurité justement, qui nous intéresse tous. Et également en tant que membre, puisque tout à l'heure même le commissaire l'a rappelé, le procureur est membre du Conseil régional de sécurité en tant que participant. Donc à ce titre, nous vous remercions justement. Et la question de la sécurité dans
l'amélioration de la l'amélioration de la sécurité au sein de la ville de Niamey. Aujourd'hui, nous estimons que ce n'est pas un secret pour toute personne. Et nous le constatons rien que les semaines qui ont défilé. Il y a eu plusieurs opérations coup de poing qui ont permis, bien évidemment, de démanteler plusieurs réseaux de malfaiteurs et qui ont été déférés justement au niveau du parquet, dont toutes les mesures ont été prises pour que des suites appropriées puissent être apportées et par rapport aux faits qui sont reprochés aux individus qui ont fait l'objet de ces interpellations. Donc pour le reste, nous allons revenir sur les autres questions. D'accord. Merci. Là, vous avez dit tout à l'heure un détail très important, hein, parce qu'on voit le parquet de plus en plus communique, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Absolument. Et depuis un moment, en tout cas, on voit le parquet sur tous les sujets communiquer et je pense que c'est une bonne chose. Absolument. Merci beaucoup. On va avancer. Quelle contribution attendez-vous des citoyens dans cette lutte contre l'insécurité dans nos villes et plus précisément à Niamey, monsieur l'administrateur délégué? Bon, à Niamey, Vraiment, quelle contribution? Si vous avez constaté depuis les événements du 26 juillet 2023, la population niaméenne, en fait, a pris vraiment son destin en main. D'accord. Vous avez vu, de manière spontanée, les jeunes sont constitués en brigade de veille. Oui. Au niveau des carrefours. Au niveau des carrefours, de manière systématique, cette veille patriotique a été mise en place. D'accord. Cela démontre que les populations de Niamey ont un savoir-faire. Et donc, pour nous les exhortons à continuer dans ce sens, dans la mesure où actuellement il y a une coordination nationale de ces brigades de veille qui a été lancée le week-end passé. D'accord. Et une coordination, vous dites? Une coordination de la brigade de veille. Des brigades de veille qui a été lancée. Et suite au dernier communiqué que nous avons eu à faire pour demander la mise en place, en fait, l'activation de cette défense civile. Donc nous considérons que le citoyen doit revêtir la robe de soldat. D'accord. En mettant en avant le renseignement, en ne polluant pas aussi les numéros d'appel qui ont été mis gracieusement à leur disposition. C'est ça. Donc nous en appelons à leur civisme pour qu'on ait des résultats vraiment probants pour pouvoir endiguer cette insécurité. Il faudrait que ces citoyens soient un rempart. Comme je l'ai dit, c'est eux qui sont en première ligne. Voilà. C'est eux qui voient. Voilà pourquoi nous, au niveau de la ville de Niamey, les chefs de quartier, nous avons actuellement 135 quartiers et villages qui constituent Niamey. 135. 135. Quartiers et villages. Quartiers et villages. Dans la région de Niamey. Dans la région de Niamey. D'accord. Donc chaque chef de quartier ou chef de village est sensibilisé par rapport à la sécurité. Okay. Donc tout ce qui se passe au niveau de ces quartiers-là doivent leur remonter comme information pour qu'on puisse transmettre ça au niveau des commissariats qui sont à proximité d'eux et qui feront remonter l'information. Et mieux, comme j'ai dit, il y a des lignes directes qui ont été mises à leur disposition pour qu'ils puissent contacter directement des centres de coordination pour que ces informations soient prises en compte. Aujourd'hui, par rapport à ces informations dans les différents quartiers, vous avez un retour comme quoi maintenant ces informations vraiment remontent oui, nous à avons, tous les niveaux? Nous avons un retour. Nous avons un retour puisque nous avons des renseignements. D'accord. Dès qu'ils voient quelque chose de suspect, ils nous rendent compte. C'est signalé. C'est signalé. D'accord. D'autres se déplacent même physiquement pour venir nous donner ces informations. D'accord. Je pense que nous faisons corps commun, en tout cas au niveau de Niamey, avec notre population, et ensemble nous vaincrons. D'accord. Un autre détail avant de donner la parole au commissaire, parce que tout à l'heure vous avez parlé de cette brigade de veille qui a été lancée la semaine dernière. Oui. Est-ce que cette brigade de veille s'est bien encadrée pour éviter souvent certains dérapages? Non, tout à fait. Je pose la question. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé d'une coordination nationale. Ça a été lancé, c'est le gouverneur de la région de Niamey était même au lancement de cette coordination nationale des brigades de veille. D'accord. Au début, je pense que ces brigades de veille, quand elles ont été mises en place, elles ont bénéficié de beaucoup de l'expertise de la police nationale et des FDS. Au début, effectivement, c'était un peu difficile. Oui. Mais après, je pense qu'avec tout ce qu'on a eu à faire comme sensibilisation, ils savent quel rôle jouer. Ils connaissent leurs limites. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous les avons autorisés à progresser pour devenir quand même
le premier rempart au niveau de Niamey. D'accord. Merci mon colonel, merci. Mon commissaire, quelle contribution attendez-vous des citoyens dans cette lutte contre vraiment l'insécurité dans notre ville? Merci. Donc, comme l'a soulevé l'AD, effectivement, la population, vraiment, les gens ont pris conscience de façon spontanée, de façon mécanique. Et ça depuis le 26? Depuis le 26. Il faut bien préciser les choses. Absolument. Ça, c'est, ouais. Un chameau est un chameau, un chat oui, est un chat, voilà. il faut le dire. D'accord. Franchement, les gens ont pris conscience et je sais que je profite au passage, il a cité le nombre de chefs de quartier. Il y a 2 chefs de village qui m'appellent à n'importe quelle heure, ils me rendent compte. Okay. Et je profite de ce plateau, bon, je ne vais pas citer ces 2 chefs de village, mais je profite, ils savent, ils se reconnaissent à travers ce que je suis en train de dire pour les remercier. Parce que franchement, ils sont résilients, à n'importe quel moment on part, on prend et ça fait mouche. D'accord. Donc, et maintenant, ce que nous attendons de la population, bon, les gens ont vu et un peu partout les positionnements, que ce soit garde, police, gendarmerie. Il y a des positionnements un peu partout dans la ville de Niamey. C'est vrai, Niamey, c'est plus ou moins grand. C'est pas aussi grand qu'on le pense, mais c'est plus ou moins grand. Avec les positionnements, lorsque les gens constatent des infractions en flagrant délit, ils peuvent venir directement nous informer et nous dire voilà ce qui se passe. Mais en temps réel, les positionnements là, ils sont là. On peut activer ces positionnements là pour aller interpeller les gens qui sont en train de commettre vraiment des actes inadmissibles. Donc vraiment la population et elle également, la population de Niamey, et maintenant ce que l'AD a dit aussi, les brigades de veille, c'est très bien. C'est très bien. Au tout début, c'était un peu difficile. On balbutiait, mais vous savez, l'enfant, quand il apprend à marcher, c'est normal, il va tomber, il va se relever. Tout à fait. Mais comme il a eu à le soulever, maintenant la machine est rodée. Chacun connaît sa place et nous travaillons de concert. Il y a certains quartiers où, franchement, ces comités de veille font la patrouille avec la police. Lorsqu'un étranger rentre dans le quartier, automatiquement, il le signale aux policiers. On interpelle le monsieur pour savoir qu'est-ce qu'il est venu chercher, qu'est-ce qui se passe. Donc, pour vous dire que vraiment, si les gens continuent à nous aider, dans cette dynamique-là, ce n'est pas les hommes en tenue uniquement qui doivent le faire. C'est une affaire de tous les Nigériens. La sécurité, c'est une affaire de tous. Voilà, la sécurité, c'est une affaire de tous. Et donc, comme l'a dit d'ailleurs, le procureur va le rappeler, le code pénal, en flagrant délit, n'importe quel citoyen peut appréhender le malfaiteur et le mettre à la disposition des forces de l'ordre. Donc, moi, c'est pour cela que j'ai dit que chacun donne le peu qu'il peut avancer. Comme l'a dit l'adage. Qu'est-ce que je peux? Ne vous demandez pas qu'est-ce que votre pays va faire pour vous, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre pays. Donc si tout le monde se met dans cette dynamique, je pense, comme l'a dit l'AD, c'est ensemble que nous pouvons gagner. Donc vraiment, c'est pas de la magie. Si les gens, si nous sommes unis, il n'y aura pas de problème. Je vais vous donner un exemple banal. Lorsque les Chinois étaient en guerre contre les Japonais, Mao Tse-tung et Chiang Kai-shek, ils ont fait la paix, les braves. Mao dit à Chiang Kai-shek, bon, moi je vais t'aider, on va combattre les Japonais. Mais après, quand la guerre va finir, on va se manger. On va se manger entre nous. Effectivement, quand ils sont partis, il est revenu, il a chassé Chiang Kai-shek, c'est ça. Il est parti, il a créé l'île de Formose, c'est ça qu'on appelle actuel Taïwan. Et donc, c'est ça que nous attendons des Nigériens, quels que soient nos différends. Faisons cause commune d'abord. Ensuite, quand nous allons vaincre, nous allons traverser, parce que nous ne sommes même pas au bout, nous ne sommes même pas au milieu de la rivière. Quand nous allons traverser la rivière, ensuite là, on peut se regarder en face et se dire ce qu'on veut. Donc voilà ce que je veux dire. Merci mon commissaire, merci. Mon colonel, qu'est-ce que vous allez vous ajouter? Quelle contribution attendez-vous des citoyens dans cette lutte contre l'insécurité dans notre ville? Donc, par rapport à la contribution des populations de Niamey et alentours, par rapport à l'amélioration de la sécurité dans la ville de Niamey, d'abord, nous devons mettre à contribution les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion. Les organisations de la société civile, les comités de veille, comme l'a soulevé le député tout à l'heure, les chefs de quartier, les chefs de village aux alentours, les chefs de marché, les responsables des syndicats. Tout le monde, on doit les mettre à contribution pour nous aider et à renforcer la sécurité de la ville de Niamey. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? La première chose qu'ils doivent faire, ils doivent collaborer avec les FDS. Les forces de défense et de sécurité sont là pour eux, pour les protéger, eux et leurs biens. Tout à fait. Donc on est là pour leur cause. Donc ils doivent nous approcher. Ils doivent briser le mythe d'avoir peur des forces de défense et de sécurité et de nous approcher. En dénonçant tout ce qui est anormal dans leur environnement. En dénonçant tout ce qui est anormal dans leur environnement. Quand quelqu'un vient dans une localité, que ce soit dans une maison ou dans un quartier ou dans un village,
et que vous ne le connaissez pas, dénoncez-le. Ouais, automatiquement. Automatiquement. Appelez le chef de quartier, ou appelez le chef de village, ou appelez le liman, ou appelez quelqu'un pour lui dire, ah, il y a un étranger qui est venu, nous ne le connaissons pas, on ne sait pas. Voilà. Surtout s'il est suspect. Bien sûr. Ensuite, et nous demandons à ces leaders d'opinion-là de sensibiliser les populations à leur tour. C'est parce que c'est eux qui sont en contact avec la grande majorité de la population. Donc ils ont pour mission de sensibiliser les jeunes, la masse populaire. Parce que c'est eux qui sont en contact, surtout la société civile. Aujourd'hui, dans notre ère de souveraineté et de la patrie, la société civile est en train de jouer un grand rôle pour la libération de notre pays. De la même manière, ils doivent contribuer à sensibiliser ces couches sociales-là pour une prise de conscience de la question sécuritaire. Parce que sans la sécurité, on ne peut rien faire. Donc, nous demandons à tous ces leaders-là, à tous ces responsables-là, de continuer à travailler, de continuer à sensibiliser les masses populaires pour prendre conscience des enjeux des questions sécuritaires. Et de ne pas hésiter à dénoncer. Si vous n'êtes pas un malfaiteur ou un suspect, vous allez être victime de ces actes. C'est lui qui va vous mettre en mal à l'aise. C'est lui qui va vous mettre en insécurité. Et quand nous venons chercher ces malfaiteurs-là dans un quartier, nous, on prend tout le monde. On ne fait pas la différence entre qui est bon et qui est mauvais. Alors, voilà. Par exemple, tout dernièrement, on a organisé une opération de grande envergure au quartier Sonissi, mais on a pris pratiquement toute une partie du quartier. Plus de 1000 personnes. Et parmi ces 1000 personnes-là, il n'y a que quelques-uns qui sont suspects. Si les occupants de ces quartiers-là avaient dénoncé auparavant les gens qu'ils suspectaient, ça n'allait pas leur arriver. Voilà. Et heureusement, nous profitons toujours pour remercier la population qui dénonce. Et nous avons eu l'information de la présence de ce là grâce à un ancien FDS qui nous a donné l'information. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que vraiment nous sollicitons le concours des leaders d'opinion et l'ensemble de ces leaders d'opinion-là que je viens de citer à collaborer avec les FDS. Et à sensibiliser la masse populaire sur les questions de sécurité. Voilà, c'est que vous voulez ajouter. Merci mon commandant. Mon commandant, qu'est-ce que vous allez ajouter? Quelle contribution attendez-vous des citoyens dans cette lutte contre l'insécurité dans notre ville? Ok, merci. Donc, la contribution de cette population dépendra de plusieurs facteurs. D'accord. D'abord, il faut avoir une collaboration franche entre la population et les forces de défense et de sécurité, parce qu'il ne faut pas que la population voit aux forces de défense et de sécurité comme une force oppressive. Il faut voir des partenaires de sécurité. Ça, c'est un. D'accord. Deuxièmement, il faut également une participation active. Ça veut dire quoi? Au-delà des canaux de signalement qu'on a donnés à la population, il faut que cette population, en se regroupant en groupe d'autodéfense ou bien de veille, ils participent en respectant un cadre légal à travers ce que les autorités compétentes ont mis en place. D'accord. Et nous avons également un cadre institutionnel qui met en place également certains mécanismes. Si on arrive déjà à travailler en suivant la hiérarchie, nous allons voir que ces informations-là, on pourra bien les canaliser et en même temps pouvoir les transférer au niveau des autorités compétentes pour pouvoir prendre des dispositions. D'accord. Il y a également la protection des sources. Effectivement, quand quelqu'un nous donne une information, c'est une obligation pour nous également de le protéger cette personne. Tout à fait. De le protéger et il aura une confiance en nous également. D'accord. Et sur le dernier point que vous venez de dire, sur la protection des sources, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que souvent les gens ont peur, parce que beaucoup de fois, c'est ça qui pose problème. Quand les gens dénoncent, et puis après, il y a des représailles. Effectivement, c'est pour éviter ces représailles que les structures qui sont compétentes pour pouvoir en tout cas assurer cette protection des sources, je pense qu'elles sont habilitées déjà, elles ont les moyens nécessaires pour pouvoir en tout cas protéger cette source. D'accord, merci mon commandant. Merci. Monsieur le procureur, quelle contribution attendez-vous des citoyens dans cette lutte contre l'insécurité dans nos villes? Et vous avez écouté ce que les uns et les autres ont dit. Voilà, qu'est-ce que vous allez ajouter? Peut-être qu'avant de parler de la contribution des populations dans le cadre de l'amélioration de la sécurité dans la ville de Niamey, il est important de donner peut-être une certaine ossature peut-être à la forme d'insécurité ou à certaines formes d'insécurité qui sont communes pour leur permettre également d'identifier ceux qui doivent dénoncer. Et dans tous les cas, d'une manière générale, tout comportement suspect, des regroupements inhabituels,
sont généralement des signes révélateurs d'un mal qui nous guette quelque part. Donc ce sont ces genres de situations où souvent ce sont des dealers, des trafiquants de drogue, des regroupements ou des gens qui savent là où ils sont, parce que souvent la population vit avec ces gens. Et ils doivent pouvoir prendre leur courage en main et de dénoncer ces genres de situations, parce qu'il y va de la sécurité de tous. Aujourd'hui, une petite plaie se développe pour gangréner et jusqu'à ce que peut-être qu'il soit trop tard ou qu'on ampute même le membre qui en est infecté. Et ce qui veut dire qu'en réalité, s'ils ne dénoncent pas, c'est que cette insécurité peut également se retourner contre eux, puisque dans tous les cas, le premier à être exposé sont ceux qui vivent justement avec eux, qui n'ont pas eu le courage justement de dénoncer tel ou tel comportement. Donc par rapport à la contribution que les populations peuvent amener, dans tous les cas, ils n'ont ni les moyens militaires. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de porter l'information à la personne qu'il faut. Il est clair qu'ils ne peuvent agir que dans le cadre de la prévention de l'insécurité, notamment à travers la fourniture justement du renseignement ou des informations utiles, clés, de tout comportement suspect ou de toute attitude inhabituelle. D'un véhicule qui peut-être se gare à un endroit qu'il ne faut pas ou qui n'est pas habituellement connu. Et de nous, des étrangers, tout à l'heure les autres intervenants ont parlé de tout étranger par exemple qui vient dans un village. Au niveau des procédures terroristes, c'est pratiquement systématique. C'est la même chose. Puisque là-bas, les gens vivent l'insécurité, et on va dire, ils vivent justement directement avec l'insécurité. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un, même s'il est de passage dans votre village, systématiquement, les gens ont pris cette habitude de dénoncer ces genres de situations. Et s'ensuit, nous voyons à travers les procédures qui viennent, souvent c'est sur telle dénonciation, c'est sur telle dénonciation. Donc, c'est l'information, j'insiste là-dessus, comme l'ont évoqué tout à l'heure les premiers intervenants. Vraiment, c'est l'information. C'est la clé pour prendre une bonne décision. Pour toute bonne décision, et encore quand nous parlons aujourd'hui de la question de la sécurité. Donc l'information utile à apporter auprès des différents commissariats, en tout cas même aujourd'hui tout à l'heure l'administrateur délégué avait parlé des points focaux, notamment les chefs de quartier. Si vous ne pouvez pas porter directement l'information vous-même, donnez-la à celui qui peut au moins donner l'alerte justement pour qu'il puisse également intervenir dans ce sens. Et il y a également en dehors de ce canal-là, nous savons que le parquet, le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations. Si au cas où vous avez une juridiction qui est à côté, vous pouvez également aller au niveau du cabinet du procureur directement lui apporter à sa connaissance une plainte ou une dénonciation par rapport à des faits que vous avez vus d'inhabituels ou une maison qui est fermée et que les occupants ne sont là que peut-être souvent toute la journée c'est fermé, c'est juste la nuit quand vous vous apprêtez à aller vous coucher. C'est à ce moment que vous entendez le mouvement au niveau de ces genres d'habitation. Donc, en dehors des unités d'enquête que vous pouvez saisir, vous avez également la possibilité de dénoncer ces genres de comportements au niveau du parquet, au niveau du procureur de la République. Donc, par rapport à la contribution, je pense que c'est ce qu'il faut. Et maintenant, en ce qui concerne, parce que tout est question de porter l'information, mais aussi de procéder à des interpellations. Au niveau du parquet, que les populations soient rassurées que le parquet ne faiblira pas. Servira sans faille par rapport à toute personne qui sera interpellée et qui, par rapport à sa responsabilité pénale, il sera traduit dans les juridictions comme ça se doit. D'accord. Voilà. Et autre chose, oui. Oui, je pense que c'est par rapport à tout à l'heure le commissaire a parlé notamment de la question de la protection des témoins. De la protection justement. C'est la question que vous voulez me poser tout à l'heure. Oui, justement. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, tout celui qui peut se dire qu'il y a une information par rapport à des comportements suspects qu'il a vus, peut se dire, bon, est-ce que si je porte l'information, est-ce que je ne vais pas subir des représailles? Oui, tout à fait. Ça, c'est la forme classique. Dans tous les cas, il y a normalement des textes qui régissent la question de la protection des témoins, mais encore que là, il n'est juste question que de dénonciation. Vous n'avez pas encore été entendu comme étant témoin. Il s'agit de la question de la protection des témoins, même si
c'est le lieu également peut-être de lancer un appel à ce que des conditions puisque les textes existent par rapport à la protection des témoins, mais les conditions de mise en œuvre sont ce qu'ils sont. C'est pas appliqué. Souvent, les moyens ne suivent pas, parce qu'il faut effectivement, nous voyons dans certains pays où on peut même changer d'identité à un témoin clé dans une procédure pour ne pas qu'il puisse subir de représailles, ou même sa famille, parce que souvent quand les malfrats ne peuvent pas vous atteindre, c'est souvent ils passent par la famille pour essayer de vous amener à adopter telle ou telle posture, à témoigner à charge ou à défaut. De manière très concrète à ce sujet, pour vraiment protéger les sources. Par rapport à la parce protection. que souvent c'est ça qui pose problème. Oui, justement, il y a la question du témoignage sous anonymat. C'est une mesure de protection. Vous pouvez aller, on prendra votre témoignage au niveau des unités d'enquête, mais sous anonymat. On ne révélera pas dans les procédures, votre nom, votre identité n'apparaîtra pas dans toute la procédure. Voilà. Donc c'est une question très importante et dans tous les cas, dès lors qu'il y a un témoignage dans une procédure, c'est une procédure qui est au moins à 50%, voire à 70% de chances de succéder. Et voilà, donc pour le moment, il y a cet aspect du témoignage sous anonymat qui permet également justement de couvrir les personnes qui peuvent dénoncer des attitudes anormaux au sein de la population. Et pour les moyens, c'est quoi concrètement ces moyens dont vous avez dit que souvent qu'ils manquent? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces moyens? Alors, parce que la situation de sécurité, elle est réelle, les menaces sont réelles. Justement. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment par rapport à ces moyens pour prendre les dispositions idoines et utiles? Voilà. Absolument. Je pense que la protection des témoins, puisque tout témoin aujourd'hui, quelqu'un qui veut témoigner dans une procédure, va se poser la question de sa propre sécurité d'abord, de lui et de sa famille. Or, parler des moyens qu'il faut pour prendre en charge cette personne et sa famille, c'est d'abord sa sécurité. Ensuite. Sa sécurité d'abord, mais aussi ses moyens de subsistance possible, parce que celui qui, par exemple, aujourd'hui, on révèle, peut se voir peut-être qui est un témoin dans une procédure, il y a son identité qui peut souvent apparaître, puisque souvent il peut même être amené à témoigner. Mais il y a toujours des mécanismes pour éviter de l'exposer. Notamment, on voit souvent dans des salles d'audience où c'est dans une autre pièce que la personne donne sa version justement de ce qu'elle a vu par rapport à ce qu'on reproche à la personne qui est prévenue d'une infraction donnée. Donc c'est la question de la sécurité et il faut des moyens pour encadrer tout ça. Je pense qu'il faut un texte qui va venir beaucoup plus détailler la question de la protection des témoins et pour sa mise en œuvre. Justement. J'espère que le ministre de la Justice vous écoute. Alors, parce que c'est à lui l'initiative de ce texte. Absolument. Absolument. D'accord. Mais, oui, mon collègue. Toujours par rapport à la protection des sources. Avant même d'arriver à la procédure judiciaire, on va aller terre à terre, au niveau du citoyen lambda. Quand vous constatez quelque chose d'anormal ou de suspect dans votre environnement, vous avez beaucoup de possibilités de le dénoncer. Vous pouvez passer par un collègue ami, FDS que vous connaissez, n'importe qui. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui ne connaît pas un porteur de justice. Vous pouvez l'appeler pour dire, dans mon quartier, dans mon environnement, voilà ce que j'ai constaté d'anormal. Vous pouvez vous déplacer pour dire à votre chef de famille. Vous pouvez dire à votre chef de quartier. Vous pouvez dire à un leader d'opinion quelconque. Et c'est lui qui va porter l'information au niveau des FDS. Et nous allons mettre fin, nous allons appréhender la personne et en flagrant délit. Et on ne va plus le citer. C'est comme si nous nous approprions de l'action. Donc lui, il n'est plus cité. Donc les citoyens doivent se rassurer quand ils ont des informations qu'ils n'hésitent pas à informer les FDS. Chacun connaît un FDS quand même. Voilà. Chacun connaît un commissariat ou une brigade ou un ami. Vous vous déplacez, vous lui dites voilà ce que j'ai constaté dans mon environnement, dans mon quartier, à côté de chez moi. C'est pas normal. Nous, on prend les choses en charge. Et vous n'êtes plus cité. Voilà. Donc ça, c'est une procédure très simple. On n'est pas arrivé même la personne ne sera même pas citée au niveau de la justice ou des procédures. Voilà. Une unité d'enquête, quelqu'un porte à leur connaissance une dénonciation d'un fait qu'il considère anormal. Mais la promptitude est automatique. Elle est automatique puisqu'ils vont se déplacer au moins sur le terrain pour aller vérifier ce qu'il en est. Sans pour autant déjà qu'on connaisse l'identité de celui qui a dénoncé. Puisque pour le moment, puisqu'à ce stade-là de la procédure, ce n'est même pas aussi utile. L'essentiel est de mettre hors d'état de nuire
celui qui est suspecté d'avoir commis une infraction donnée. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on a placé les positionnements. Les FDS. Les positionnements sont les véhicules 4x4 que vous voyez au niveau de certains points stratégiques ou points sensibles de la ville de Niamey. Les forces sont là en attente. Donc vous pouvez vous déplacer vers eux pour dire, chef, vraiment, j'ai constaté quelque chose d'anormal. Tel endroit. Vous vous éclipsez. Tout simplement. Lui, il prend la chose en main. Voilà. D'accord, merci. On va avancer, mon colonel, de manière, on va insister de manière très concrète. Qu'est-ce que la population doit faire pour aider les forces de défense et de sécurité qui veillent nuit et jour pour assurer la quiétude des populations? Parce qu'on l'a vu, ils l'ont dit, ils sont positionnés un peu partout et ces forces de défense, elles veillent nuit et jour, de manière très concrète. Tout à fait. Voilà. Bon. Nous, ce que nous pouvons dire au niveau des populations, c'est de renforcer leur engagement civique. D'accord. C'est très important, l'engagement civique. Okay. Aujourd'hui, un citoyen qui prend la mesure de la menace, avec tout ce qu'il y a comme, vous avez vu les spots publicitaires au niveau de la télé, qui permettent de sensibiliser, donc à la radio aussi. Donc de bien les écouter, de bien les comprendre. Et de les mettre en œuvre. Parce que ce sont des messages quand même de leurs autorités et qui les appellent à un devoir. Donc c'est de respecter ce devoir. Ça, on a vu, la ville de Niamey aussi communique beaucoup par rapport à ça. Voilà. Tout à fait, c'est important. D'accord. Et d'accompagner nos mesures aussi. Parce que la ville de Niamey, comme vous l'avez dit, a pris beaucoup de mesures pour pouvoir régler certains problèmes sécuritaires. Donc ils doivent être des acteurs et non pas des spectateurs. Voilà. Le problème, il est là. On prend un arrêté, on interdit quelque chose, les gens voient, tout le monde regarde. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faudrait que les gens puissent appliquer parce que les techniciens, les spécialistes, le CRS, la ville, connaissent les enjeux sécuritaires. C'est à ce titre que certaines décisions sont prises. Il faut qu'on les applique. Et que les populations y adhèrent. C'est surtout ça. D'accord. C'est parce que cette sécurité, comme je le dis, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire uniquement des FDS, ce n'est pas uniquement l'affaire du gouverneur ou de l'AD, c'est l'affaire de tout un citoyen. Tout citoyen doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Voilà pourquoi j'insiste sur le civisme, parce que c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Donc nous les appelons à cet engagement civique. Et maintenant, concrètement, sur le terrain, je pense que ça peut être traduit. Comme je l'ai dit, les brigades de veille ont prouvé leur efficacité. C'est comme une sorte de police de proximité. Et de ne pas hésiter aussi d'aller vers les FDS pour dénoncer. Pour dénoncer, pour demander conseil, pour se confier. Parce que souvent, peut-être que c'est juste une appréhension. On se dit, je vais dire, je ne vais pas dire. Dites, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Tout à fait. Et maintenant, les spécialistes, eux, feront la part des choses. Donc, je pense que c'est un appel que je vais profiter pour lancer à la population, aux populations de Niamey. Il y a plusieurs communiqués que nous faisons. Nous les appelons vraiment à l'appliquer et à l'appliquer à la lettre. Parce que ça concourt au travail que nos valeureux FDS font. Ils ont besoin de l'accompagnement de la population. Toutes ces mesures, ce ne sont pas des mesures difficiles à appliquer, elles ne sont pas contraignantes, c'est dans la tête. Ils se disent que c'est compliqué, on les emmerde, c'est des choses qui est contre nature. Mais oui, on est dans une situation particulière. Il faut pouvoir changer de mentalité. C'est aussi le propre du Nigérien. Ça, mais le Nigérien avant les événements du 26, parce que c'est lui, après le 26, il est en train de prendre conscience de la situation. Voilà. Parce que si on veut faire de notre ville, de notre capitale, une capitale plus sûre, il y a certaines pratiques que nous devons bannir. Parce que la sécurité, elle est partout. Quand on parle de certaines choses comme les charretiers qui gênent la circulation, ça aussi, ça fait partie de la sécurité. Bien sûr. Quand on voit les charretiers qui sont autour des marchés, ça gêne la circulation, c'est une source d'insécurité aussi. Donc toutes ces choses-là concourent à la sécurité. Tout à fait. Donc on appelle encore à cet engagement civique des populations de Niamey, qu'elles prennent
vraiment La mesure de la en chose. compte l'enjeu. Ces spots-là qui sont envoyés à leur endroit, ces communiqués, doivent avoir une oreille attentive et qu'ils puissent l'appliquer. Je pense qu'ensemble, si nous mettons tous ensemble nos moyens, nous serons toujours plus forts et nous pouvons vaincre n'importe quel défi. D'accord. Merci mon colonel. Oui, mon commissaire. Je m'en est très content. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour aider ces forces de défense et de sécurité qui veillent nuit et jour, hein? Voilà. Merci. Et de façon concrète, hein. Et voilà, moi, ce que je veux du citoyen, c'est l'engagement par le modèle. Par le modèle. Voilà. L'engagement par le modèle, ça veut dire vous vous engagez corps et âme sans attendre quelque chose en retour. Voilà. Ça veut dire quoi? Bon, voilà, moi, je suis un citoyen lambda. Je suis dans les brigades d'éveil, etc. et tout ce qui s'ensuit. J'ai une moto. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma moto doit être en règle. Je dois avoir mon assurance. Je dois avoir ma vignette. Je dois avoir mon dédouanement. C'est pour cela, au plus haut sommet de l'État, on a institué l'opération Tsarankassa. L'opération Tsarankassa, là, ce n'est ni plus ni moins qu'un changement, un véritable changement de mentalité. Vous avez l'obligation, quand vous avez un engin, mais c'est ça un État. Les autres pays, là, c'est pas autre chose. C'est la mobilisation des ressources. Tout à fait. L'État, il vous donne par la main droite et il retire par la main gauche. C'est cela, c'est ça. Ça fait partie de la mobilisation des ressources. Quand vous avez un véhicule, il faut dédouaner. Quand vous avez un véhicule, il faut prendre la vignette. Quand vous avez un véhicule, il faut prendre l'assurance. C'est les textes de la République qui ont voulu que ça soit ainsi. Donc, conformez-vous. Lorsque vous êtes quitte vis-à-vis de l'État, en ce temps-là, vous pouvez parler et critiquer. Mais quand vous voulez qu'on passe du compromis à la compromission, c'est pas intéressant. Ça ne marche pas comme ça. Et si vous avez constaté, bon, vous avez vu un audio qui a circulé, bon, où le commissaire disait que non, et les FTS, nous devrons être un modèle. Il faut que les gens soient et que tout le monde ait son assurance pour pouvoir vous permettre de prendre des motos des gens pendant que vous n'êtes pas en règle. Vous voyez, non? Donc les citoyens lambda n'arrivent pas à comprendre. Et c'est cet engagement-là qu'on attend de tout le monde, que ce soit les FDS ou bien les citoyens lambda, que le comportement par le modèle. D'accord. Par rapport au FDS, quelle est la mesure qui a été peut-être prise à ce sujet? Parce que souvent, c'est eux, il faut dire la vérité, c'est eux le gros problème. Hein? Parce que quand vous demandez aux autres de faire l'assurance, de porter un casque et que vous-même vous circulez sans casque, sans assurance, sans plaque d'immatriculation, alors comment les autres vont suivre? Qu'est-ce qui a été vraiment décidé comme décision par rapport à ces FDS? Hein? Et je parle de l'ensemble. Hein, oui, je sais. Je parle de l'ensemble. Oui, tout à fait. Les policiers, et les gendarmes, les gardes, les militaires et tout. Qu'est-ce qui a été pris comme décision? Bon, vous savez, c'est difficile ou pas? C'est pas difficile, c'est très facile. Au plus haut sommet de l'État, les gens ont le soutien depuis les hautes autorités. Voilà. Bon, voilà, on a pris des officiers supérieurs, on a pris leurs véhicules, on les a amenés au niveau de la douane, mais ils n'ont rien à dire. Ils ont dédouané. Mais c'est obligé, vous êtes obligé. Et ça a eu un effet. Bon, je ne vais pas parler. Ils ont attendu qu'on prenne ces véhicules pour aller amener. Malheureusement, mais maintenant, l'effet. Pour un chef, hein, c'est ça? Oui, pour un chef. Voilà. Mais, bon, mais maintenant, l'effet que ça a eu quand même, l'effet que ça a eu, la population maintenant, de façon spontanée, les gens sont en train de partir et de faire dédouaner leurs véhicules. D'accord. Je ne voulais pas parler à la place du douanier, mais je sais que ça a quadruplé les recettes de la douane. Parce que par effet de ricochet, les gens ont compris que c'est du sérieux. On a pris des gens, ils ne peuvent appeler personne. Au plus haut sommet de l'État, on a dit allez-y. C'est un truc qui a été voulu et conçu de cette manière-là. Donc c'est ça, moi, que j'attends de tout le monde. L'exemple par le modèle. Si vous voulez critiquer un système, soyez quitte vis-à-vis de tout le monde. À ce temps-là, vous critiquez. Mais quand vous n'êtes pas en règle, non, vous tendez vers la compromission, donc vous ne pouvez pas parler. Absolument. Voilà, merci. D'accord, merci mon commissaire. Mon colonel, qu'est-ce que vous allez ajouter de manière très concrète? Qu'est-ce que les populations doivent faire pour aider les forces de défense et de sécurité qui veillent nuit et jour, hein? Par rapport à cette question, les populations doivent vraiment augmenter leur collaboration, augmenter leur engagement. Comme l'a si bien dit le colonel administrateur délégué de la ville de Niamey, par renforcer l'engagement civique. Oui, c'est très important. Pour renforcer l'engagement civique, on doit les sensibiliser dans ce sens. Au besoin, les former dans ce sens. Parce que ça fait des années que les populations ont perdu la notion du patriotisme, la notion du civisme. Ouais. Ça, on l'a vu. Et par cela, on doit les former dans ce sens. Pas les feux, voilà. Ils ne respectent rien. Voilà, donc pour cela, au besoin, il y a lieu de reprendre le service civique militaire pour impliquer les notions de patriotisme, les notions de civisme, du bien commun à la population. Surtout les responsables. Parce que souvent, c'est les responsables même qui donnent le mauvais exemple. Ah oui, bien sûr. Ensuite, au niveau des jeunes,
reprendre ou bien continuer ou renforcer l'enseignement de l'instruction civique. Parce que nous, quand tu es jeune à l'école, on faisait l'instruction civique. C'est revenu à l'école, parce qu'il y a une décision. Voilà, mais vraiment de le renforcer et de l'enseigner vraiment avec sérieux, pour que les enfants comprennent, les jeunes comprennent. Ils n'ont aucune notion du drapeau national. Ils n'ont aucune notion de la patrie. Ils n'ont pas de notion du civisme. Ils n'ont pas les notions du bien commun, de l'intérêt général. Tout ça là, on doit revenir à ces bonnes valeurs là. Et ça, c'est très important. C'est comme ça, en grandissant, ils vont grandir avec les notions d'appartenir à une nation, à un État. Oui, à un État. Tout à fait. Voilà. Et tout ce qu'on est en train de dire va venir spontanément. Si vous voyez qu'un citoyen est indifférent vis-à-vis d'un délinquant qui est en train de commettre quelque chose, parce qu'il ne se sent pas concerné par la chose. Il se dit non, c'est l'affaire des FDS, c'est l'affaire des autorités, ceci, cela. Donc, les leaders d'opinion, la société civile doit continuer, comme je l'ai dit auparavant, à sensibiliser les masses populaires pour une prise de conscience de l'enjeu national. Voilà. Et ça fait partie. Tout ce que nous sommes en train de dire là, ça fait partie. Bien sûr. Ailleurs, vous n'osez même pas. Dès que vous commencez, c'est quelqu'un qui va vous dire arrêtez. Si vous refusez, elle vous dénonce. Mais nous, pourquoi pas nous? C'est parce qu'on n'a pas été travaillé, on n'a pas été formaté dans ce sens. Donc il faut que ce travail-là se fasse dans les établissements, dans les services et que ça descende. Voilà. D'accord. Mon colonel, et qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport au modèle que le commissaire a dit tout à l'heure? Parce que le modèle commence par ces forces de défense et de sécurité. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Quand un militaire, un gendarme, un policier, un garde circule sur une moto sans casque, sans assurance, sans aucun papier, sans plaque, et comment on peut qualifier ça? Ça, c'est l'incivisme. Voilà, Et nous, ce que nous faisons d'habitude, depuis, dans les écoles, nous formons nos agents à respecter. D'abord, nous sommes des agents d'exécution des lois. Comment se fait-il que nous n'allons pas respecter la loi? Donc, nous les enseignons à être conformes vis-à-vis des lois et règlements. Et à donner, comme l'a dit le DPM, à donner l'exemple nous-mêmes. Bien sûr. Donc, au niveau de nos services, nous exigeons. Nous-mêmes, on fait le contrôle interne d'abord. Vous faites le contrôle interne. Nous avons, chaque mois, nous tenons des statistiques de l'ensemble des gens qui détiennent des engins, véhicules et motos. Et les pièces, la vignette et l'assurance. Les permis de conduire. Et chaque jour, nous les réprimons à l'interne. À l'interne. Vous prenez des décisions? De fortes décisions. On sanctionne les gens. Seulement, c'est un phénomène qu'ils le font et en dehors de l'encadrement, des personnes d'encadrement. Quand ils sont dans les abords des casernes, vous les voyez, ils portent leur casque, ils sont réglementaires. Mais dès qu'ils sont dans les quartiers, en ville, ils sont d'abord en tenue non réglementaire et ils ne portent pas les casques. Mais par rapport aux pièces, tout véhicule qu'on prend d'un agent, quel que soit l'agent, c'est fini. On ne le restitue pas tant qu'il n'est pas en règle. Et maintenant, c'est là où c'est très intéressant, c'est valable pour tout le monde. Tout le monde. Donc, sans exception. Sans exception. Voilà. C'est ce qu'on a pris et la décision de mettre dans le cadre de l'opération Talon Kassa. Voilà. C'est sans exception et sans état d'âme. Très bien. Quelle que soit la personne, si on prend votre engin, vous n'êtes pas en règle, on le bloque jusqu'à ce que vous soyez en règle. C'est comme ça. D'accord. Voilà. Merci, mon commandant. Mon commandant, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce qu'il faut faire de manière très concrète pour aider les forces de défense et de sécurité qui viennent nuit et jour au niveau des populations? Tout d'abord, moi je pense que c'est un devoir moral pour tout citoyen d'amener sa contribution pour la sécurisation. Ça, c'est un. Il est aussi crucial pour tout citoyen, en tout cas, de scruter également son environnement. Pour voir aujourd'hui quelle personne peut être suspecte à travers peut-être, vous savez, aujourd'hui, l'ennemi qu'on a, ils se font à la masse. Il fait preuve d'ingéniosité. Tout à fait. Ah oui, donc ça, c'est... Et c'est ça les malfaiteurs. C'est ça les malfaiteurs. Donc ils ont toutes les tactiques pour contourner également parfois le dispositif sécuritaire. Et même malgré ça, en tout cas, la dénonciation est très importante. Ça, c'est un. D'accord. Voilà. Donc, concernant également la sécurité, en tout cas, depuis que l'opération Talon Kassa a commencé, nous, on a même constaté une diminution des accidents. Des accidents au niveau des sapeurs-pompiers? Oui. Les motos, que ce soit les véhicules. Ça prouve que ces véhicules qui ne sont pas en règle, beaucoup d'entre eux sont déjà à la disposition de la douane. Et c'est vraiment une chose honorable. Et ça doit être pérenne. D'accord. Il faut continuer. Il ne faut pas lâcher. Oui, parce que souvent, c'est quoi le problème de ce pays? On prend des mesures pour quelques jours, et une semaine, 2 semaines, et on laisse. Et on reprend. Effectivement. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour régler tout ça? Il suffit juste d'être en règle. Un civil modèle. D'accord, un civil modèle. Et avoir tous ses papiers. Être courtois lorsque la police ou bien la gendarmerie vous arrête. Vous présentez les cartes. Bien sûr. Et si c'est OK, on vous laisse passer. D'accord. Voilà.
Ok, merci. Merci. Oui, monsieur le procureur, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce qu'il faut faire de manière très concrète, comme ça on va passer à la dernière question pour finir. Alors, de manière concrète, la contribution du citoyen dans la recherche ou le maintien de la sécurité retrouvée au sein de la région de Niamey passe nécessairement par ce que nous avons rappelé tout à l'heure, la question de communiquer l'information de tout comportement suspect ou au niveau des unités d'enquête ou des FDS. Ok. C'est cela le premier aspect que nous pouvons attendre d'un citoyen. Et au-delà de la dénonciation, mais aussi il y a le niveau de vigilance qu'il faut également relever. Nous sommes en des temps troubles. Nous savons que nos ennemis sont derrière nous. Ah, ils sont là. Et il ne faut pas baisser la garde. Ils vont pas lâcher. Nous estimons que à chacun à son niveau doit, s'il ne l'a pas déjà fait, s'armer de cette conviction que nos ennemis sont derrière nous et ils essaieront par tous les moyens pour nuire à notre sécurité dans laquelle nous vivons. Et ça, on a vu récemment à Bamako. Justement. Et fort heureusement que ça a été joué à Ouaga. Justement. Voilà. Donc, puisque cette bataille-là, elle est gagnée en amont. C'est avant que les actes ne se commettent que vous gagnez la bataille pratiquement. Et qui passe nécessairement par la dénonciation de ce genre de situation. Et c'est pourquoi il ne sera jamais de trop d'insister sur le fait que les citoyens doivent apporter cette contribution de manière concrète, justement. Aujourd'hui, il ne sert à rien que quelqu'un qui veut nuire à ce pays-là vous contacte pour lui faciliter quelque chose en échange d'un intérêt mesquin. Ce n'est pas intéressant. Vous n'avez aucun autre pays. Nous n'avons aucun autre pays à dehors du Niger. Donc c'est pour lui que nous devons nous battre et relever le niveau de vigilance et se mettre automatiquement dans la tête qu'il faut dénoncer tout comportement suspect. D'accord. Nous avons tout à l'heure, un des intervenants l'a rappelé. Au niveau de pratiquement chaque carrefour, vous avez un véhicule des FDS. Oui, qui est là. Tout simplement, vous signalez et vous continuez votre route. Tout à fait. Je pense que ça, au moins, vous ne payez aucun franc pour le faire. Et c'est pour notre sécurité collective. Un autre aspect, tout à l'heure, vous m'avez posé la question par rapport à la communication justement du parquet. Oui, puisque nous avons constaté au niveau du parquet que depuis précédemment, le parquet était à tort ou à raison, mal compris. Et d'où la nécessité justement pour le parquet de communiquer sur le rôle effectif, parce que n'oublions pas que nos populations, souvent, certains ignorent pratiquement le rôle du parquet, du procureur de la République. Et ils se disent que bon, quand on parle de procureur, c'est celui qui enferme seulement. Il est là également. Voilà, il est là également. Il est là également pour recevoir les plaintes et les dénonciations. C'est-à-dire que vous avez été victime d'une situation, n'hésitez pas à vous adresser au cabinet du procureur pour porter à sa connaissance des faits dont vous avez été victime. Donc, il y a de plus en plus cette prise de conscience, cet aspect que nous avons remarqué, que le parquet est souvent mal compris. D'où la nécessité justement de communiquer, parce que tout passe par la communication. Quand vous ne communiquez pas, c'est tout à fait normal que les gens se permettent d'avoir plusieurs idées sur vous. Mais quand vous communiquez, là au moins c'est clair. Voilà. Et enfin, j'aimerais également rappeler le rôle principal du parquet, puisque après avoir dénoncé, lorsque des personnes ont été interpellées, le rôle du parquet justement c'est de ne faiblir dans la poursuite des auteurs, des co-auteurs et de toute personne impliquée dans la commission d'une infraction, qu'elle soit de droit commun ou une infraction terroriste. Voilà. Merci. Donc pour cela, le parquet est entièrement, les portes du parquet sont ouvertes. D'accord. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose? On va à la dernière question. C'est par rapport à l'impact de l'opération Tsaron-Kassa dans la ville de Niamey. Donc c'est pour vous donner un peu les chiffres. D'accord. Et à la date du 25 septembre 2024, et 1053 véhicules ont été immobilisés. 1053 véhicules. Vous vous rendez compte? Oui. Et le nombre de véhicules qui n'ont pas en situation, irrégulière. En situation irrégulière. 342 motos. Je vous parle de la date du 25 septembre. Oui, tout à fait. Voilà. 342 motos, 35 tricycles, 440 bidons d'essence de 25 litres de carburant, et confondu gasoil et essence, et 490 cartouches de chicha.
etc., etc. Pour vous dire l'impact de l'opération dans la ville de Niamey. Ah oui, bien Donc sûr. vraiment, cette opération contribue beaucoup à renforcer la sécurité dans la ville de Niamey. D'accord. Voilà ce que j'avais voulu ajouter. Merci mon colonel, merci. On va avancer pour finir mon colonel parce qu'on a fait pratiquement le tour de la question. Quel sera enfin votre message en direction de l'ensemble de nos concitoyens face aux menaces de déstabilisation de notre pays? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que le procureur l'a dit tout à l'heure, et ces gens-là, ils ne vont jamais lâcher. Donc, il faut veiller. Voilà. Quel sera votre message? Mon message à l'endroit de la population, de nos concitoyens, de nos concitoyens serait d'abord, je vais rebondir sur les derniers chiffres que le colonel vient de dire. Ça veut dire qu'il faut un travail formidable. Oui, donc, vraiment, je tiens à les féliciter ici pour le travail qu'ils font au profit de nos populations. D'accord. Et je vais utiliser ce tremplin pour dire à ces populations qu'il faut qu'on les accompagne. D'accord. Il faut qu'on accompagne. Ça, c'est l'administration déléguée qui Tout à fait, pas le militaire. D'accord, très bien. On y va. Tout à fait. Il faut qu'on accompagne ces forces de défense et de sécurité qui veillent sur nous jour et nuit, qui sont là pour nous. Et aussi, profiter pour dire à cette population de vraiment renforcer cet engagement civique. Civique, ok. Il est très important. Vous avez vu le dernier message, notre communiqué du vendredi démontre que la bataille n'est pas encore finie. Oui, c'est pas fini. Elle est loin d'être gagnée. Si nous avons tenu tout ce temps, c'est parce que les filles et les fils de ce pays se sont tenus debout. Debout, tout à fait. Donc nous leur demandons de continuer encore à rester et de tenir. Ok. Le combat n'est pas encore fini. D'accord. Il s'agit de rester vigilant, d'écouter les messages des autorités et de les appliquer. Il y a un message du ministère de l'Intérieur qui renforce et qui valide notre communiqué à l'endroit de la ville de Niamey. D'accord. Donc nous les exhortons vraiment à prendre au sérieux la menace. Ok. Voilà, je vous D'accord. Merci mon colonel. Oui, mon commissaire, quel sera votre message? Donc, moi, ce que je tiens à relever, c'est que, bon, de façon spontanée, la population, on n'a pas de problème avec elle. Il n'y a pas de problème avec la population. Les gens ont compris les enjeux. D'accord. C'est avec ces événements-là que les Nigériens, lambda, s'est senti Nigérien. D'accord. Ça, c'est le directeur de la police de la ville de Niamey qui parle. Tout à fait. D'accord. Mais très malheureusement, nos intellectuels entre griffes, c'est ça le nègre. Ouais. Les intellectuels. Les intellectuels, c'est le nègre. Ouais. Ce nègre, c'est quelqu'un qui est lessivé, qui ne réfléchit pas par lui-même. C'est des trucs importés qu'il met en valeur. Ouais. Alors que non, nous avons nos idéaux, nous avons notre valeur. Ouais. Comptons sur nos propres efforts, comptons sur nous-mêmes pour que nous puissions avancer. Okay. Donc si le citoyen lambda a compris les enjeux, pourquoi pas au niveau des intellectuels? Quand les gens se mettent à se jeter des pots de banane, à se faire des coups bas à l'extérieur, on vilipende son propre pays, j'ai dit quelque part, il y a un problème. Il y a un problème, tout à fait. Il y a un problème. Tout à fait. Et c'est l'intellectuel qui le fait. Le rural, là, ne le fait jamais. Celui qui a été à l'école. Celui qui a été. Et c'est celui-là qui est ingrat. Qui ne reconnaît pas la République vis-à-vis de la République. Nous avons tous fait l'école publique. On nous a tout donné. Si nous sommes là où nous sommes là, c'est l'État du Niger qui nous a donné ça. C'est clair. Donc vraiment, je pense qu'il n'est jamais, comme on le dit en anglais, better late than never. Mieux vaut tard que jamais. Les gens doivent se ressaisir pour dire que bon, on a fait une erreur. On revient, on repart sur de nouvelles bases et on continue. D'accord. Si on n'a pas autre chose. Le Niger s'appelle Niger. On n'a pas un autre pays. D'accord. Quel que soit ce que vous allez amasser, quand vous allez partir ailleurs, on va vous faire comprendre que vous n'êtes pas un Sud-Ouest. Bien sûr. Alors que chez vous, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Tout à fait. Donc, nous avons deux obligations. Loyalisme vis-à-vis de l'État du Niger. Loyalisme vis-à-vis des institutions. Ok. On ne se pose pas trop de questions. Merci, voilà. Merci mon commissaire. Oui, mon colonel. Quel sera votre message? Donc, avant de transmettre mon message final, j'aimerais faire quelques suggestions par rapport à l'amélioration de la sécurité dans notre capitale Niamey. C'est vrai, nous, au niveau des FDS, ils font beaucoup d'efforts dans le cadre du Conseil régional de sécurité, à travers les patrouilles de jour comme de nuit visibles, à travers les positionnements,
c'est bien. Mais il y a lieu aussi de renforcer les capacités des FDS, parce que c'est eux qui font le travail, pour qu'ils puissent s'améliorer et mieux accomplir leur mission. Donc les FDS dans leur ensemble. Et aussi l'acquisition des... Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces FDS? C'est ce que je vais développer. Allez-y. J'ai dit de renforcer leurs capacités. Et pour qu'ils puissent mieux faire leur travail à travers les formations. Voilà, donc il y a des formations poussées pour mieux faire le travail. Donc de faire ces renforcements des capacités-là. Aussi l'acquisition des moyens roulants. C'est important. Parce que les moyens font défaut. Souvent. Et aussi l'acquisition des moyens spécifiques. Nous avons aussi des besoins de certains matériels spécifiques pour bien faire le travail, que ceux qui m'écoutent, mes chefs qui m'écoutent, le savent et le savent. Et indépendamment de cela, renforcer aussi la coordination. Bien qu'on a le cas de CRS, on peut encore faire mieux. On peut renforcer la coordination au sein des FDS pour être plus efficace. Et après, la ville de Niamey n'est pas suffisamment couverte en matière de vidéosurveillance. Les camarades de surveillance sont insuffisants. Donc il y a lieu aussi d'augmenter le nombre de caméras de surveillance. Là, je m'adresse directement à notre patron, l'administrateur de l'Église. Vraiment, il y a lieu d'augmenter les caméras de surveillance. Parce que ces caméras de surveillance, là, bon, si je dis que je vais m'étaler sur leur rôle, on va passer toute la journée. Donc vraiment, ils ont un rôle capital. Et ensuite, renforcer, améliorer l'éclairage public. L'éclairage public contribue à la sécurité. Bien sûr. Voilà. Là aussi, c'est un autre thème dont je ne veux pas trop m'étendre. Bien sûr. D'accord. Et toujours, et par rapport pour améliorer les conditions de la ville de Niamey, la sécurité de la ville de Niamey, renforcer la sécurité au niveau des services publics et les sites sensibles. Donc les services publics, vous les connaissez, c'est les institutions de la République, c'est les ministères, c'est les casernes, les stations de pompage, etc., les lieux de culte, les marchés. Vraiment, il y a lieu. Il ne faut pas que ce soit un passoire. Il y a lieu de renforcer aussi la sécurité à ces niveaux. Et aussi l'utilisation des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle dans le traitement des informations. C'est là où vient à contribution aussi une partie des caméras de surveillance. Aujourd'hui, si vous avez assez de caméras de surveillance, c'est très facile de détecter un malfaiteur qui est en train de vouloir commettre quelque chose. C'est très facile d'identifier un suspect. C'est très facile de suivre quelqu'un. Vous voyez ce que ça fait? Bien sûr. Voilà, que ce qu'il soit à pied, à moto ou à véhicule. C'est très facile de le suivre. Donc là aussi, il y a lieu de travailler, de te mettre à profit les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle pour la sécurisation. Aussi, prévenir nos jeunes contre la radicalisation. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous n'avons pas une police religieuse. C'est-à-dire nous n'avons pas une structure qui s'occupe des prêches. Qu'est-ce qui se dit dans le prêche? Donc nos jeunes sont en train d'être endoctrinés. Ils sont en train d'être détournés. Et c'est comme ça qu'ils sombrent dans l'extrémisme violent. Voilà. Et ils se donnent à des actes que vous voyez d'insécurité, au terrorisme. Donc il faut qu'on essaie de prévenir le radicalisme, le fanatisme à travers la surveillance de ces prêches, de certains leaders religieux qui font des prêches vraiment hostiles au régime et qui nous ramènent en arrière encore, et qui encouragent les gens à aller dans le terrorisme. Et aussi renforcer la collaboration avec certaines villes et certains pays de la sous-région. Il faut qu'on renforce aussi notre collaboration. On ne peut pas rester seulement autour de la ville de Niamey. Les régions limitrophes, on doit continuer comme on l'a l'habitude de faire à travers le CRS de Tilaberi, avec le CRS de Dosso, pour que nous conjuguons les efforts. On doit aussi booster cette activité-là. Et aussi, les pays qui nous sont favorables, comme le Mali et le Burkina, doivent continuer aussi à mutualiser les efforts. Le même espace. Donc, en combinant tous ces facteurs-là, vraiment, on peut contribuer beaucoup à améliorer la sécurité dans la ville de Niamey. Voilà. Merci. Merci, vous avez été un peu long, mais c'est nécessaire d'avoir toutes ces explications. Merci, mon colonel. Oui, et mon commandant, quel sera votre message, vous? Mon message, c'est à l'endroit de la population, c'est que les citoyens ne doivent pas voir les FDS comme une force oppressive, mais de les voir comme des frères et sœurs qui sont là pour leur propre sécurité. Déjà, les FDS agissent avec professionnalisme, ça on le voit, discipline, et leur réactivité
amène un climat de confiance. De confiance, d'accord. Et quant à nous également, c'est de prendre tout ce qui est information, la traiter rapidement et pouvoir agir, que ce soit sur la présence dissuasive sur le terrain, pour amener en tout cas ces suspects-là, en tout cas à ce qu'on puisse jouer, en tout cas ce qui lui cause mettre en place. Également, c'est de voir si on peut avoir également un renforcement dans la technologie, comme ce que le colonel a dit. Donc, que ce soit en vidéo, en drone ou bien en satellite, pour pouvoir couvrir l'ensemble de la ville de Niamey. Parce que Niamey, c'est le miroir. C'est la vitrine. C'est la vitrine. Donc, aujourd'hui, si Niamey a eu, on ne le souhaite pas, être comme Ouaga ou bien Bamako, une situation en tout cas délicate. En tout cas, ça prouve qu'on a été un peu vulnérable. Mais si les dispositions ont été prises bien avant, en tout cas, je pense qu'on peut se dire que cette menace sera endiguée. Et sans sécurité, il n'y a pas de développement. Tout à fait. Donc, on est obligé de mettre tous les moyens nécessaires pour pouvoir, en tout cas, amener le pays à trouver sa souveraineté et quant à la population de vaquer à leurs occupations. Ok. Merci. D'accord. J'espère que les chefs vous écoutent. Ils vont prendre toute la mesure de ce que vous venez de dire. Merci. Monsieur le procureur, quel sera votre message et on finit avec vous? Notre message au niveau du parquet, c'est premièrement de remercier la population pour ses efforts dans le cadre de la lutte contre l'insécurité quotidienne. Et nous le voyons à travers les statistiques au niveau des procès verbaux. Oui, bien sûr. Que vous recevez, plusieurs procédures. Ce sont des dénonciations qui ont permis justement de procéder à des interpellations, de démanteler un réseau, de déjouer la commission d'infraction, justement, qui ont été démantelés, justement. De remercier également nos collaborateurs, notamment les unités d'enquête et les FDS, qui ne ménagent aucun effort dès lors qu'ils ont l'information de procéder à des vérifications de manière spontanée. Et en dernier lieu, de rappeler également de relever le niveau de vigilance et de continuer dans le cadre de la dénonciation de tout comportement vraiment qui est anormal, mais aussi suspect au niveau des autorités compétentes. Voilà. Ok. Je vais juste 2 mots, parce que tout à l'heure, il a parlé du problème d'éclairage, du problème de caméra. Si vous avez un mot à dire par rapport à ça, parce qu'effectivement, c'est des choses qui concourent quand même à améliorer la sécurité dans la ville de Niamey. Qu'est-ce que vous allez en dire? Ce que je vais dire, c'est que par rapport à ça, effectivement, la population, maintenant, elle est devenue une population citoyenne. Je m'explique. Dès qu'il y a un petit problème quelque part, l'information nous remonte. Et nous allons promptement chaque fois pour essayer de résoudre ces problèmes. Effectivement, à un moment donné, il y avait des problèmes d'éclairage public. Et rapidement, nous sommes mis avec la Nigélec pour pouvoir rétablir ça. Et régulièrement, il y a des plaintes qui nous arrivent. Et dès que ça arrive, au niveau de la ville, nous essayons rapidement d'apporter une solution. Donc, tous ces problèmes ou ces défis sécuritaires du moment, dès que ça nous parvient, nous voyons rapidement dans la mesure du possible comment apporter une réponse efficace. Et ça renforce la confiance entre la population et la ville. Parce que s'ils disent et qu'on ne réagit pas, ça veut dire que quelque part c'est du laxisme et on perd confiance en fait en l'autorité. Ce qui fait que effectivement il y a des problèmes qui sont signalés, mais à la minute qui suit, nous prenons la mesure du problème et nous trouvons une solution. Donc je pense que par rapport à l'éclairage public, effectivement, à un moment donné, la semaine passée, on était pratiquement dans du noir dans beaucoup de quartiers, surtout sur les grandes voies. Mais depuis que ça a été signalé, nous avons pris la mesure et ensemble, comme je dis, c'est de nous informer. Et une fois qu'il y a le problème est remonté au niveau des services municipaux, nous prenons la mesure et nous ordonnons qu'on puisse les réparer et puis pour le bien-être en fait de la population. Et tous ceux qui concourent vraiment à la sécurité de la ville, nous allons mettre tous les moyens en œuvre pour que on puisse mettre ces moyens à la disposition des FDS, de la population pour arriver à une ville Niamey safe, comme on dit, une ville plus sûre. Merci. Merci vraiment mon colonel, l'administrateur délégué de la ville de Niamey, pour votre contribution vraiment si importante à ce débat. Merci aussi à vous mon commissaire
pour votre contribution. On voit bien que vous veillez sur la ville de Niamey, hein, nuit et jour. Vraiment, merci, ça fait plaisir. Monsieur le procureur, merci. On voit aussi que vous suivez bien les choses au niveau du parquet, hein, ce qui fait qu'on arrive très rapidement à démanteler certains réseaux de malfaiteurs. Hein. Vraiment, merci pour votre contribution. Et une affaire du tout, c'est exact. Mon colonel, merci aussi pour votre conseil, toutes les propositions hein, pour l'amélioration vraiment de la situation sécuritaire dans la ville de Niamey. Et j'espère que ce message sera entendu au plus haut niveau hein, par vos chefs, c'est ce que vous avez dit vous-même. Vraiment merci pour votre... Merci mon commandant, merci. Vraiment pour votre contribution aussi à ce débat et tout ce que vous avez développé et soutenu, hein, des messages très clairs que vous avez en tout cas livrés en direction des populations. Merci à tous. Merci. On voit bien que la ville de Niamey est sécurisée hein, malgré tout ce qu'on dit, parce qu'avec tout ce que vous avez dit, on voit bien que la ville vraiment elle est sécurisée parce qu'il y a ces patrouilles au quotidien, il y a cette opération Arankassa que vous avez dit qui veille et puis on a vu le résultat en si peu de temps. Vraiment merci, on va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Pour votre prochain débat sur le même sujet, nous allons recevoir les chefs de quartier et autres chefs de village de la région de Niamey. Excellente soirée à tous. Au revoir.